Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Laurent Champanet, qui est président de la Conférence des grandes écoles et directeur général des arts et métiers. Bonjour Laurent. Bonjour Thibaut, bonjour Totis. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Laurent Champanet, comment résumeriez-vous cette année universitaire 2024 ? C'est une année qui a été, je dirais, un peu moins compliquée que la précédente sur le plan financier, parce qu'il y a eu, vous vous souvenez, en 2022-2023, on était sur les problématiques énergétiques, on ne savait pas ce qu'allait se passer. Il y a eu pour les écoles publiques un certain nombre de réformes sur les conditions financières, des promotions. Donc c'était une année un petit peu incertaine. On avait, vous savez, le changement de taxe d'apprentissage. Il y a beaucoup d'incertitudes. 2023-2024, je dirais, c'est passé un petit peu mieux concernant ces incertitudes, mais avec quand même une actualité internationale qui pèse un petit peu sur les universités, sur les écoles, c'est normal. Comment définiriez-vous une grande école en 2024 ? Alors aujourd'hui, le modèle grande école, c'est un modèle qui se calque sur celui de l'entreprise et qui cherche à former des cadres pour les entreprises et les organisations. Voilà. Et ce qui est constitutif de ce modèle, c'est le fait qu'on soit sélectif à l'entrée, le fait qu'on ne soit pas des très grosses structures, le fait qu'on soit ouvert à l'international, le fait qu'on fasse de la recherche pour équiper nos jeunes diplômés de capacités d'innovation, c'est tout ce qui permet de former des cadres qui vont intégrer des entreprises, les piloter, les manager, les diriger et surtout les transformer. Au sein des écoles de la Conférence des grandes écoles, on retrouve différents modèles, le modèle privé lucratif, non lucratif, établissement public. Comment faites-vous cohabiter tous ces modèles ? Alors, les deux gros modèles, c'est du public, c'est les 2/3 des écoles, sur 10 ministères différents. Et le reste, c'est surtout du privé d'intérêt général, des ESPIG ou du type. Et il y a quelques écoles de privé lucratif, mais qui sont souvent sous des formats un peu particuliers. Donc effectivement, c'est des modèles qui sont très différents. Même au sein du public, le fait qu'on ait des écoles rattachées à 10 ministères différents, plus la mairie de Paris, ça fait quand même des fonctionnements différents. C'est pour ça qu'en fait, nous, on ne s'attache pas trop au fonctionnement des écoles, mais plutôt à comment elles amènent une expérience étudiante, comment est-ce qu'elles forment des cadres. Et c'est vrai que la diversité de modes de fonctionnement amène de la richesse, surtout dans le partage de bonnes pratiques entre nous. D'accord. L'enseignement supérieur est actuellement agité par un débat autour des établissements justement privés lucratifs. Que pensez-vous ? Le débat il est légitime parce que c'est vrai qu'on a vu une accélération des opérateurs du monde du privé lucratif avec parfois des gros investisseurs derrière. Cette accélération, elle est due à l'élargissement des possibilités en termes d'apprentissage et du financement public derrière l'apprentissage. Ce qui est un petit peu compliqué pour nous, c'est qu'à la fois, on voit des choses très bien, c'est-à-dire des gens qui cherchent à se mettre sur des métiers de niche, sur des métiers en tension, et qui font les choses très bien, qui aident des jeunes qui étaient parfois un peu perdus à accéder à un emploi. Mais à côté de ça, on voit des choses qui interrogent en termes de qualité, des choses qui se déploient partout très vite. On se demande un petit peu... nous, on ne remet pas en cause la qualité de formation qu'il peut y avoir dans cette structure, mais c'est plutôt l'environnement qu'on met autour. Est-ce qu'on est vraiment en capacité d'accompagner des jeunes à la réussite ? Êtes-vous favorable et satisfait du nouveau label envisagé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ? Alors, favorable, oui, parce qu'effectivement, les familles, les jeunes ont besoin de comprendre les choses. Et il y a besoin de réguler un petit peu, c'est-à-dire ne pas laisser les choses complètement ouvertes. La France, c'est l'un des pays où c'est le plus facile d'ouvrir un établissement d'enseignement supérieur. Donc, il y a besoin de donner des clés de lecture aux jeunes et à leurs familles. Après, une interrogation pour les grandes écoles, c'est de se dire, plus on met de labels de qualité sur différents acteurs, plus il y a possibilité de ne pas faire la différence entre une grande école
Les grandes écoles, clairement, elles appartiennent au champ du monde académique où on fait de la formation, de la recherche dans les mêmes lieux. Là, on parle plutôt de formations qui sont plutôt à vocation professionnalisante. C'est pas forcément facile dans les discours qui sont utilisés. Parfois, vous voyez, le terme d'école d'IRAP sont grandes écoles. On va en reparler après, les questions de bachelor, de master. Bon, c'est pas forcément facile de comprendre les choses. Donc, on a cette petite interrogation. Bien sûr. Justement, vous avez commencé à l'évoquer, mais quand on voit tous ces noms, titre RNCP, label, visa, est-ce que vous pensez que l'offre est encore lisible pour les parents et les étudiants? Et surtout, est-ce que vous appelez une simplification? Alors, oui, c'est-à-dire essayer de simplifier. Alors, la ministre va faire des annonces prochainement, donc je ne sais pas exactement ce qu'elle dira, mais je pense qu'elle est, elle, dans cette logique de simplification. Donc, on appelle effectivement à simplifier les choses. On pense quand même que tout ce qui est reconnu par l'État ou reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est quand même un gage de garantie de la part des jeunes. Ce qui est compliqué, c'est que aujourd'hui, vous le voyez, le terme reconnu par l'État, parfois simplement parce qu'un organisme a obtenu le droit d'ouvrir ou parce que il a le droit de faire de l'apprentissage, donc il est reconnu par le ministère du Travail, génère un peu de confusion. On va parler maintenant des masters spécialisés. Il y a une confusion un petit peu dans l'enseignement supérieur entre ceux qui sont labellisés par la CGE, les autres, et parfois même des écoles qui ne sont pas du tout CGE, qui ont des masters spécialisés. Quelle est votre position là-dessus? Alors, je n'ai pas de connaissance de telle situation, et si c'est le cas, c'est anormal, parce que master spécialisé, c'est une marque déposée de la conférence des grandes écoles. Voilà. Donc on a déposé certaines marques, on n'a pas pu tout faire, mais master spécialisé, c'est une marque déposée. Donc si cette marque est là, c'est forcément labellisé CGE, et si ce n'est pas le cas, c'est que c'est un abus contre lequel on doit lutter. On a beaucoup d'étudiants qui se demandent la différence entre les masters spécialisés et les Masters of Science. Alors, c'est des origines assez différentes. Le master spécialisé, il est vraiment vécu comme une formation post-programme grande école qui permet à des jeunes diplômés, parfois issus de formations plutôt des généralistes, de se spécialiser dans un domaine par une formation assez courte, parce qu'en gros, c'est 4-5 mois de formation plus une immersion en entreprise. Et surtout, ça les amène, c'est des formations qui sont entourées d'une grosse communauté professionnelle, et dans les intervenants et dans les entreprises partenaires qui proposent des expériences professionnelles. Donc du coup, ça spécialise en termes de compétences, mais aussi en termes de domaine d'interaction. Ça permet de construire un réseau. Voilà. Alors les MSI, c'est une histoire complètement différente. Là, la conférence des grandes écoles a créé ça pour l'usage des écoles de management qui, dans la concurrence internationale, voulaient avoir un produit de niveau master qui était concurrentiel avec celui des autres écoles et universités qu'on trouve à l'international. Voilà. Et elles n'avaient pas en France cette possibilité-là. Donc du coup, on a créé ce label pour des formations de niveau master, d'où l'appellation Master of Science. Alors Master of Science, comme c'est un intitulé un petit peu générique, c'est pas un intitulé que la CGE a pu protéger. On voit aujourd'hui que, avec la généralisation de la possibilité d'accéder au grade de master, il y a des écoles de management qui n'utilisent plus la référence, l'accréditation MSc de la conférence des grandes écoles, parce que le grade de master, avec sa reconnaissance par le ministère de l'Enseignement supérieur français, est suffisant pour eux, pour la compréhension de leur formation et la concurrence internationale. On a beaucoup de jeunes ou de familles qui sont un peu perdus dans les process d'orientation. Selon vous, quels sont les process à opérer, les clarifications à opérer? C'est clair que le système français, il est assez compliqué. Voilà. Qu'on soit au niveau du bac ou après le bachelor, la licence pour l'entrée en master, c'est assez confus. Nous, on essaye de présenter les choses sous forme de modèle pédagogique, en disant, voilà, vous avez les licences universitaires, hein, qui sont des choses assez thématiques. Une licence, c'est vraiment fait pour poursuivre après au niveau master. C'est pas un diplôme terminal, c'est assez monothématique. C'est parfait pour certains publics. Les CPGE, c'est vraiment la voie rapide pour aller dans une grande école et être diplômé d'une grande école en 5 ans. Puis à côté, vous avez la sphère des bachelors, qui est là des formations plus professionnalisantes. Contrairement aux licences au CPGE, on va y faire des stages, on va y faire des projets industriels, on va travailler sur l'insertion professionnelle. Donc c'est
C'est des pédagogies qui sont différentes, qui ne sont pas adaptées à tout le monde. Voilà, donc on essaie de baser là-dessus. Ce contre quoi on lutte, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de multiplier les points de rencontre avec les jeunes, des forums physiques, virtuels, des journées portes ouvertes. On a tendance à voir que les gens vont chercher l'information un peu partout, surtout là où elle est le moins pertinente. Alors, le travail que vous faites de médias indépendants qui fouillent les sujets pour informer les gens, c'est hyper important pour nous. Voilà. Mais on voit qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, telle personne que personne connaît a dit « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien », et ça génère de l'orientation. Donc, on doit ensemble, vous et nous, lutter pour avoir une information de qualité qui permette aux gens d'orienter les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les grandes écoles de la CGE font d'abord de l'orientation quand elles sont sur les salons, avant de faire du marketing, et qu'elles essayent de faire que les jeunes soient bien orientés au bon endroit, parce que pour nous, prendre quelqu'un qui n'a pas le niveau, c'est le conduire en échec, mais prendre quelqu'un qui a un niveau trop élevé ou des aspirations différentes de ce qu'on peut lui amener, c'est générer de l'insatisfaction. Laurent Champanet, est-ce que selon vous, les opérateurs de salons jouent réellement le jeu de la conférence des grandes écoles ? Alors oui, parfois un peu partiellement, c'est-à-dire qu'on a des accords avec certains opérateurs qui nous proposent de donner une visibilité particulière aux écoles de la conférence des grandes écoles, en association parfois avec les CPGE. Alors après, c'est clair que c'est des opérateurs qui doivent vivre aussi, faire leur métier. Donc c'est vrai que sur l'exposition, on voit apparaître des nouveaux des nouvelles écoles, des nouvelles structures de formation, avec des stands gigantesques. Bon, ça, est-ce que c'est la faute de l'opérateur de salon? J'en sais rien. Voilà, il doit faire son business, il propose différents modèles de stands, et puis il fait payer à ceux qui peuvent payer, quoi. Voilà. Est-ce que selon vous, les ministères du Travail et de l'Enseignement supérieur se parlent suffisamment? Je dirais qu'il y a un an, c'était deux entités qui ne se parlaient pas du tout. Voilà, et qui avaient même du mal à se comprendre. Je sens aujourd'hui que le travail qui a été fait sur la question de label pour le privé lucratif a permis justement à ces deux ministères de se parler sur le sujet un petit peu compliqué de l'apprentissage, où on a des jeunes qui sont salariés, donc qui sont liés au ministère du Travail, mais des formations qui sont des formations initiales dans le supérieur, donc qui dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je pense que maintenant, ça va beaucoup mieux et ça va aider pour l'avenir. Une rumeur court selon laquelle seules les écoles qui auront le visa pourraient être financées dans le cadre de contrats d'apprentissage. Êtes-vous favorable à cela? Alors, nous, clairement, on est favorable au fait que l'apprentissage soit réservé à des formations qui ont une reconnaissance de l'État. Visa ou label ou autre, à voir, mais au moins voilà. Alors pourquoi? C'est quoi nos arguments? C'est de dire l'apprentissage, c'est un financement public, c'est de l'argent public, ça doit financer une politique publique. À minima, ce qu'il faut financer, c'est le fait qu'on amène des jeunes à la réussite et qu'on a un environnement de formation qui est propice à leur réussite, à leur bien-être, à leur santé. Donc, les éléments qui vont composer ce futur label, qui sont justement sur cet environnement, est-ce qu'il y a une équipe pédagogique qui accompagne à la réussite? Pour nous, c'est le minima de ce qu'il faut avoir. Et on serait favorable au fait que s'il n'y a pas cet environnement, et donc s'il n'y a pas le label qui va bien, il n'y a pas de financement d'apprentissage. Je ne sais pas si c'est le choix qui sera fait. Êtes-vous satisfait du dispositif actuel de l'apprentissage et est-ce que selon vous, son financement est-il pérenne? On est satisfait du dispositif lui-même, voilà, parce qu'il y a un grand nombre d'intérêts dans l'apprentissage. Il y a un modèle pédagogique qui est intéressant. Certains jeunes qui commencent à s'essouffler, à arriver dans le supérieur, d'avoir des enseignements toute la journée, toute la semaine, et qui ont envie de cette ouverture à l'extérieur. Il y a clairement la question du financement des études qui est vitale pour certains. Dans l'enquête insertion de la conférence des grandes écoles, il y a 25% des jeunes qui ont fait leurs études par apprentissage qui ont dit que sans apprentissage, ils n'auraient pas fait ces études et ne seraient pas arrivés à un niveau master. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis il y a aussi une grande satisfaction du côté des entreprises. Voilà. Et nous, on considère aussi que l'apprentissage dans les grandes écoles, c'est aussi un moyen de tirer tout le dispositif et faire que dans l'état d'esprit des Français, quand on dit apprentissage, on ne pense pas que apprenti boucher ou apprenti boulanger. Voilà.
Bon. Donc voilà. Après, la question du financement, c'est une question qui est compliquée. On voit que le dispositif, il est déficitaire aujourd'hui. Ça ne peut pas continuer comme ça. On en est pleinement conscient. Il faut faire des efforts. Et nous, on appelle à être un petit peu ouverts en termes d'avenir du financement de l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les niveaux de prise en charge baissent. Alors, ils baissent par à-coup. On ne sait pas jusqu'où ça va baisser et combien de temps ça va baisser. Donc, pour les formations, pour les écoles, essayer de se projeter dans l'avenir, c'est compliqué. On a peur qu'il y ait certaines formations qui se mettent en danger en dépendant trop de l'apprentissage. Nous, quand on dit on appelle à être ouvert, c'est de dire, puisque les entreprises sont intéressantes, elles peuvent financer aussi. Donc, des coûts additionnels sur les formations, c'est normal aussi, c'est-à-dire qu'il faut différencier ce que l'État met et ce que les entreprises mettent. Et puis même, on appelle à aller plus loin parce que ça nous arrive que dans le dialogue avec des jeunes et avec leurs familles sur un possible contrat d'apprentissage, on dise là, en fait, on ne peut pas le faire parce que l'entreprise ne veut pas payer un reste à charge à un conventionnel. Et il y a des familles qui nous disent, mais nous, on pourrait le payer. Quelques milliers d'euros pour la formation de notre enfant, c'est possible de le faire. Alors, il y a des gens qui sont choqués quand on dit ça, parce qu'ils disent, attendez, mais ça veut dire que, si vous dites ça veut dire que les familles vont payer pour les études. Mais en fait, dans l'esprit des familles, c'est des choses complètement différentes, où les parents payent les études et sont prêts à mettre un peu d'argent pour ça, et les jeunes assurent leur subsistance avec le salaire qui vient de l'apprentissage. Et dans leur tête, c'est des choses complètement différentes. Donc, nous, on appelle à être imaginatifs sur le financement. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent les très grandes écoles d'ingénieurs, les très grandes écoles de management n'ont pas besoin du financement de l'alternance ? Mais si, on en a besoin, en l'ouvrant, comme je viens de le dire là, parce que on veut s'adresser aussi à une population de jeunes, soit qui est en recherche de ce modèle pédagogique, soit qui est en recherche de ce modèle de financement de leurs études. Est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama de l'ouverture sociale dans les grandes écoles en 2024 ? Alors, c'est un sujet sur lequel on fait beaucoup d'efforts. Au sein de la CGE, la commission, le groupe ouverture sociale est un élément hyper actif, voilà, avec beaucoup de monde. Toutes les écoles essayent d'y contribuer parce que c'est vraiment une problématique des écoles. On souffre clairement d'une image très, très élitiste des grandes écoles et qui se propage un petit peu culturellement. Je vous ai dit déjà que les 2/3 des grandes écoles étaient publiques. Dans l'esprit des gens, grandes écoles, ça veut dire privé, cher. Voilà, donc déjà, on souffre de ça. Donc on sait qu'on a des efforts à faire. On a beaucoup d'outils à notre disposition. Moi, je considère aujourd'hui que il n'y a pas de limite matérielle à ce qu'un jeune, quel qu'il soit, vienne dans une grande école. Voilà. On trouvera toujours une solution de financement. Alors, la solution, elle peut être contraignante. L'apprentissage, c'est quand même contraignant. Voilà. Bon. Parfois, c'est un morceau de bourse qui vient de là, un morceau de bourse qui vient de là. Tout le monde fait des efforts avec nos alumni. On a des fondations. On est en lien avec des collectivités, avec des villes qui aident au financement. Donc, il y a plein de financements. L'une des problématiques, c'est qu'il faut demander, et c'est vrai que pour des jeunes, ça peut être mal vécu d'avoir à aller discuter avec l'école de financement de ses études. Mais c'est vraiment un effort qu'il faut faire parce que moi, je considère que les grandes écoles sont ouvertes à tout le monde. Vous l'avez déjà un peu mentionné, mais malgré tous ces efforts, malgré l'apprentissage, une majorité de Français considèrent encore la grande école comme élitiste. Comment inverser cette tendance ? C'est clair que, il y a cette image dont j'ai parlé des grandes écoles. Dans la tête de beaucoup de gens, quand on dit grandes écoles, c'est HEC, Polytechnique, Sciences Po. C'est des prépas qui sont surtout à Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, et on ne voit que cette partie-là, alors que la réalité, elle est tout autre, et elle est beaucoup plus vaste. Il y a beaucoup de prépas de proximité, il y a des écoles, il y a la moitié des grandes écoles de la conférence des grandes écoles dont le siège est en province, voilà, et il y a des grandes écoles dans lesquelles il y a plus de la moitié des gens qui sont des boursiers. Bon. On sait que c'est à nous de faire cet effort. On a fait, dans le cadre de notre cinquantenaire, on a fait une enquête
sur justement la perception des grandes écoles par le public. Et on se rend compte que ceux qui propagent le plus cette image élitiste, ce sont nos alumni. Voilà. Alors, c'est quelque chose d'un petit peu qui nous interroge. Hein. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. On sait que maintenant, il faut qu'on creuse ce sujet. Voilà. Est-ce que c'est eux qui veulent entretenir une qualité de leur diplôme en entretenant cet aspect élitiste? Mais c'est quand même une situation qui nous interroge. Voilà. Donc, il faut qu'on multiplie nos actions de communication envers le plus grand nombre. Alors, c'est assez difficile pour nous de communiquer, et surtout vers les jeunes, parce que nos écoles ne sont pas si grandes que ça. Hein. On représente un peu qu'un seul quart des étudiants d'enseignement supérieur. Après, aller s'adresser aux jeunes dans les lycées, dans les collèges, c'est un travail de fourmi qui est assez compliqué. Mais la CGE sait qu'elle a cet effort à faire. Laurent Champanet, est-ce que la modulation des frais de scolarité en fonction du revenu des parents est une solution viable selon vous? Alors, moi j'y crois beaucoup. C'est aussi basé sur mon expérience à la CGE, l'observation de ces modèles d'écoles très différents dont on a parlé tout à l'heure. Je ne vois pas la logique qui subsiste aujourd'hui de dire mais dans une école publique, tout le monde paye la même chose, et c'est pas grand-chose. Même ceux qui ont les moyens de financer. Par contre, dans une école privée, tout le monde paye un tarif élevé, et donc du coup l'obligation de mettre en place des financements. Moi, je crois vraiment à l'idée d'un État qui aide les plus démunis, et que ceux qui peuvent financer leurs études le font, compte tenu du fait qu'on n'est pas en Amérique du Nord ou en Asie. Faire un master, ça ne coûte pas 80 000 $ l'année. En France, ça coûte beaucoup, beaucoup moins que ça, quoi. Voilà. Donc, je suis favorable, et la CGE est favorable à des modèles où effectivement on analyse les revenus des parents qui peuvent permettre à la fois de faire que ceux qui le peuvent payent un peu plus, mais ceux qui sont les plus en difficulté soient plus aidés. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'écoles qui ont été précurseurs, je pense à Sciences Po là-dessus, à Dauphine aussi. Donc on a déjà des modèles de référence, et moi j'appelle de mes voeux à ce qu'on aille plus loin sur ce modèle-là. Il y a une petite difficulté qui peut subsister. Dans nos écoles, il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Alors, l'évaluation des revenus des familles pour les étudiants internationaux, c'est quelque chose d'assez compliqué. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément la connaissance, parce qu'on n'a pas forcément les capacités de compréhension et de lecture des documents qu'on nous donne. Bon, voilà, on sait qu'on a quelque chose à faire là, mais à minima pour la France, ça me semble être une solution d'avenir. Êtes-vous satisfait du continuum actuel entre les classes préparatoires aux grandes écoles et les grandes écoles? Oui, principalement par le fait qu'aujourd'hui, un jeune qui rentre en classe préparatoire après Parcoursup, ses chances d'être diplômé à Bac+5, 5 ans après, sont énormes. Voilà. Donc le taux d'échec est extrêmement faible. Et d'ailleurs, il y a un petit peu d'échec. C'est parfois aussi des jeunes qui se rendent compte que le modèle pédagogique qu'on leur propose n'est pas adapté et qui partent sur autre chose. Bon. Et ça arrive d'ailleurs aussi dans des prépas internes. Hein. Voilà. Bon. Donc du coup, on a ce continuum qui est fort. Alors là où parfois on a un peu de mal à s'articuler, c'est le fait que les classes préparatoires soient dans des lycées, dépendent du ministère de l'Éducation nationale, donc elles ont des contraintes de fonctionnement qui amènent à une pédagogie qui est un petit peu différente de celle qu'on peut faire nous dans les grandes écoles. Mais je trouve que c'est quand même un système qui est solide, malheureusement qui est extrêmement décrié, et je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Pour moi, la classe prépa, c'est un système d'émulation par le concours. Il y a énormément de compétences qui sont transférées pendant la classe prépa, énormément de connaissances. L'émulation du concours qu'on loue dans d'autres domaines, hein, quand on fait le concours des meilleurs pâtissiers, c'est génial, mais quand c'est de la formation, c'est nul. Bon. De même que les grandes écoles, on ne regarde que quelques prépas et on est à regarder, c'est élitiste, c'est ci, c'est ça. Bon, la réalité est tout autre que ça. Et donc du coup, voilà, c'est un bon continuum quand on se lance dans ces études-là. Si on adhère au modèle pédagogique, il y a des chances de réussite qui sont incroyables. Et est-ce que vous appelez de vos souhaits à des évolutions pédagogiques ou d'enseignement? Oui, on a... je le dis assez souvent, on a une difficulté dans le modèle CPGE grandes écoles qui est le concours. Parce qu'aujourd'hui, on voit une très forte demande
d'avoir des évaluations hyper uniformes. Voilà. Tout le monde veut être évalué de la même manière. Et aujourd'hui, même en 2024, la solution la plus uniforme qu'on a trouvée, c'est de mettre tout le monde dans une salle ou dans des salles au même moment avec un papier et un crayon. Et ça, en termes d'image, ça fait quand même vieillot en 2024. Et on sait que si on commence à mettre des outils numériques, des choses comme ça, on va vers des possibilités de fraude, d'inéquité. Donc on a collectivement, avec les classes prépa, une réflexion à faire sur ce sujet-là. D'accord. Merci à Laurent Champanet. Dernière question. Quels sont vos prochains chantiers, vos prochains défis en tant que président de la CGE? Alors, les prochains chantiers, bon, il y a l'accompagnement de ce qui va se passer sur le privé lucratif, voilà, et surtout essayer d'analyser quel impact sur les grandes écoles en termes de visibilité. Ça, c'est un élément. Après, on en a parlé ensemble, hein, le côté compréhension du modèle grande école et visibilité auprès du plus grand nombre pour effectivement lutter en permanence contre ces stéréotypes. Voilà. Et puis, ça, c'est un travail continu de la CGE, hein, c'est faire évoluer ce modèle. Je l'ai dit, c'est un modèle qui cherche à former des cadres pour des entreprises qui sont en grande mutation. Les grandes écoles doivent forcément être en grande mutation si elles veulent accompagner ça. Merci en tout cas Laurent Champanet d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci. À très vite sur Totis pour un prochain épisode de DG sur Écoute. Au revoir.